Alors, dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du Temps Libre, nous donnons la parole aujourd'hui à Odile Déthomas, responsable de l'atelier cinéma de l'UTL. Bonjour Odile. Bonjour Élise. Odile, depuis plus de 8 ans, tu animes l'atelier cinéma de l'Université du Temps Libre. Nos adhérents te voient, mois après mois, présenter le film et animer la discussion d'après. Mais peut-être seront-ils intéressés de savoir d'abord qui est Odile Déthomas, d'où lui vient sa passion du cinéma et comment est née l'idée de cet atelier. Odile, je crois que tu n'es pas bigourdane. Non, je ne suis pas du tout bigourdane, j'ai une généalogie un peu compliquée, mais ma passion du cinéma, elle vient de très très loin. Oui, je crois que très jeune, tu as eu la chance d'aller beaucoup au cinéma. Oui, j'ai dû commencer à aller au cinéma, je ne me rappelle plus trop, mais c'était sûrement vers 7, 8, 9 ans. Parce que d'abord j'habitais dans une grande ville, il y avait des cinémas qui n'étaient pas très loin, et puis ma maman, elle travaillait à domicile. Et le jeudi après-midi, je pense qu'on a tous connu ça, maman je m'ennuie, etc. Et donc, comme une voisine avec qui ma mère avait sympathisé était ouvreuse, puisqu'à l'époque dans les cinémas il y avait des ouvreuses, elle disait à ma mère, ce film-là, Odile peut le voir, etc. Et donc j'allais assez régulièrement au cinéma. Pas tous les jeudis bien sûr, mais bon. Et donc ça m'a permis de voir dans ces débuts des années 50, puisque je suis née pendant la Deuxième Guerre mondiale, de voir un certain nombre de films qui étaient en vogue à l'époque. Et quels sont ces films-là que tu voyais à cette époque ? Alors, dans ces débuts des années 50, la mode était au péplum et aux films historiques issus de grands romans. C'est-à-dire que j'ai vu, par exemple, Samson et Dalila, avec des acteurs très connus à l'époque, Eddie Lamar et Victor Mature. J'ai vu Quo Vadis, avec Deborah Kerr, Robert Taylor, La Tunique avec Richard Burton, Les Derniers Jours de Pompéi. J'ai vu aussi Ulysse, mais j'ai vu aussi, comme je vous l'ai dit, issu de grands romans, j'ai vu Ivanhoé, Les Chevaliers de la Table Ronde. Ça, c'était la partie un peu péplum et histoire. Et puis, il y avait aussi des belles histoires romantiques, avec notamment Violettes impériales avec Luis Mariano, La Belle de Cadix, toujours avec Mariano, mais il y avait aussi des films chantants qui racontaient des petites historiettes avec Tino Rossi, et puis les films de Pagnol. Oui, c'était déjà très éclectique ton choix. Mais cette passion ne s'est pas arrêtée. Tu m'as dit que tu étais bon public et que ce qui compte pour toi, c'est l'histoire abordée, dont tu aimes les films qui relatent des faits de société. Alors ça, effectivement, c'est venu beaucoup plus tard. Puisque les faits de société, quand on a une dizaine d'années, c'est pas trop ça. Le problème, c'est pas un problème, c'est que cette envie de voir effectivement des descriptions de la société telle que je pouvais la vivre, ça c'est plutôt venu vers 15-16 ans. Mais ça m'est resté. Je vais voir un film pour voir une histoire qui est racontée, pour voir la façon dont un réalisateur la saisit, l'organise et nous montre des choses, nous montre la société, soit qu'il espère, soit qu'il rêve, soit telle qu'elle existe. Et par exemple, que penses-tu des films d'horreur ? Que moi je déteste. J'aime pas trop les films d'horreur. Ça, j'avoue que dans le choix des films, c'est pas ce que je vais voir, non. Et je sais que tu fais une différence entre les films de science-fiction et les films fantastiques. Alors oui, parce que pour moi, le film fantastique, c'est un film qui t'emmène vers quelque chose d'improbable. Alors le meilleur exemple que moi j'estime être un film fantastique, par exemple, c'est le film de Tim Burton, Édouard aux mains d'argent. Parce que c'est l'histoire d'un être qui a été fabriqué, une sorte presque de Frankenstein, mais auquel, comme celui qui l'a construit est malheureusement mort rapidement et subitement dans un château, un peu genre château de la Belle au bois dormant, là-haut, en bordure d'un village,
il avait commencé à bâtir ce petit bonhomme, Édouard, mais sauf qu'il lui avait mis à la place de main, il lui avait mis des ciseaux. Et puis ce petit garçon, il descend dans le village et il devient en quelque sorte la coqueluche du village parce qu'il sait sculpter les buissons des jardins, couper les cheveux des femmes. Et puis, effectivement, il y a une sorte de jalousie dans le village parce que c'est une famille qui l'héberge, une petite historiette très légère d'amour avec une petite fille. Donc, il est rejeté et il remonte dans sa montagne. Je trouvais que ce film abordait effectivement le principe des gens qui sont différents des autres et qui peuvent être effectivement accueillis, voire rejetés. Je trouvais que c'était assez intéressant. Mais il y en a d'autres, des films fantastiques. Je dirais, La planète des singes, moi aussi je trouve ça, je fais partie de ça, des films fantastiques parce que ça raconte quand même une fable de ce que pourrait devenir notre société. Ce que j'aime pas dans les films de science-fiction, c'est la débauche d'effets spéciaux ou de choses comme ça. Ça m'intéresse pas parce que je dirais les effets spéciaux finissent par dépasser le but de l'histoire. Par contre, je trouverais aussi que Avatar, pour moi, c'est un film fantastique. Parce que ce n'est pas de la science-fiction. Pour moi, c'est pas vraiment de la science-fiction. Et puis ça aborde le problème du pillage des ressources. Dans une région à la limite auquel on n'a pratiquement pas de droit. Et puis il n'y a pas d'effets spéciaux là-dedans. J'aime pas les effets spéciaux. J'ai vu le dernier James Bond lors d'une soirée au Parvis il y a quelques mois, avec un film que Jacques Boulet, qui est le responsable du Parvis, appelle les films précodes, c'est-à-dire les films qui apparaissent avant que ça ne soit vraiment un genre reconnu comme tel au cinéma. Et donc c'était un style James Bond, mais c'était plein d'humour, c'était plein de... Les dialogues étaient intéressants, etc. Et donc à la suite de ça, en deuxième partie de soirée, on passait le dernier James Bond. J'ai trouvé l'histoire un peu plate, et puis ces effets spéciaux, je sais pas. Je pense que Range Rover il a fait de la promotion pour ces 4x4, hein, parce que le nombre de Range Rover qui ont été démolis dans ce film, c'était vraiment... je sais pas, non. Les effets spéciaux, ça ne m'intéresse pas. Mais tu aimes aussi les films sentimentaux. Par exemple, tu m'as parlé avec beaucoup d'enthousiasme de la leçon de piano. Oui, j'aime beaucoup la leçon de piano parce que je trouve qu'à la fois... on découvre une sexualité, je dirais, partagée, qui naît. Et puis c'est aussi un contraste entre une civilisation très, très rigide. Le mari de la jeune femme, de Eda, il épouse une femme parce qu'il a besoin d'une femme pour l'aider à tenir sa maison. Mais Eda, elle est muette d'abord, elle a une petite fille, et dont on ne connaît pas le père, mais comme elle est muette, elle a les autres sens, ces 4 autres sens exacerbés, et son mari ne la comprend pas. Et c'est effectivement un des voisins qui va la prendre d'abord peut-être pour l'aider. Et là, il y a une naissance d'un amour charnel, etc. Et comme c'est une femme, c'est Jeanne Campion qui a tourné le film, ça reste très beau, c'est pas agressif, c'est magnifique. C'est beaucoup suggéré. C'est suggéré. Puis il y avait un autre film aussi, que je t'avais dit que j'aimais pas les films à l'eau de rose quand on avait préparé cette interview. Mais il y a un film que j'aime bien aussi parce que je trouve qu'il a du sens, c'est Sur la route de Madison. Parce qu'en réalité, quand on regarde le film, on s'aperçoit que Meryl Streep, qui joue le rôle de la jeune femme, enfin de la femme, c'est une Italienne qui a dû rencontrer un GI et est rentrée aux États-Unis avec lui. Il est fermier, il est sans doute très puritain, très, très
très cadrée dans sa vie. Elle a eu des enfants, mais pour une Italienne, ça manque peut-être un peu de fantaisie, ça manque peut-être un peu de chaleur. Et donc, quand débarque ce Clint Eastwood qui joue le rôle d'un photographe, il y a quelque chose qui se passe. Mais comme c'est une dame, c'est une femme sérieuse, eh ben, elle reste avec son mari, reste avec ses enfants. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez prenant. Tu m'as aussi parlé du retour de Martin Guerre. Alors, le retour de Martin Guerre, ça aussi, c'est aussi l'histoire d'un amour presque interdit qui se déclare très tard. Donc il y a eu le retour de Martin Guerre en 74 ou 75, qui a été suivi une dizaine d'années après d'un remake aux États-Unis qui s'appelait Somersby. Et donc dans le retour de Martin Guerre, c'est Nathalie Baye et Gérard Depardieu. Donc à la suite de guerres à la fin du Moyen-Âge, on suppose que c'est les guerres de religion, son mari est parti à la guerre, il n'est pas revenu. Et puis, quelques années après, revient le soi-disant Martin Guerre. Et donc, Nathalie Baye, sa femme, l'accueille, et elle trouve avec lui une certaine forme de respect et d'amour. Sauf que le bottier du village qui fait les chaussures se rend compte qu'il n'a pas la même pointure que Martin Guerre. Et donc tout à coup, tout le village se met à suspecter cet homme qui en réalité avait été accepté, qui s'était intégré à la société villageoise et qui du coup est rejeté et il y aura un procès, sera condamné à mort. Et dans Somersby, c'est exactement pareil. C'est Meryl Streep et Richard Gere. Et donc, mais toutes les deux, elles ont trouvé avec ce succès d'année de mari un être qui les a comprises et qui les a aidées. Il y a un amour qui est né et elles le perdent. C'est assez touchant quand même. J'ai beaucoup aimé ce film, d'autant plus qu'il est tourné en Ariège. Bien sûr, il est tourné en Ariège. Le département dont je suis issue. Bon, mais quels sont tes réalisateurs fétiches ? Alors, je dirais que je n'ai pas vraiment de réalisateur fétiche, encore que, moi j'aime bien les films de Dominique Rizet ou de Liouret, parce que ce sont des films effectivement qui rapportent des faits de société, mais dans une société réelle. Alors là, on n'est plus du tout dans l'utopie, mais le doigt où ça fait mal. Et donc, dans ces films, il y a très souvent Vincent Lindon qui fait partie de mes acteurs. Ça peut être lui qui peut décider que je vais aller voir un film ou pas, s'il est dans le film. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais oui, parce que tu m'avais parlé de Godard, de Romer, de Sauté, et puis parmi des récents, tu m'avais parlé d'Agnès Jaoui. Oui. Alors Agnès Jaoui, je l'aime bien aussi, d'abord parce que souvent il y a Bakri autour d'elle, et donc Bakri, moi je trouve que dans l'absurde il fait pas mal. J'avoue que j'aime bien les films absurdes aussi, qui font... Et notamment, je pense à un film fait par un Belge qui s'appelle Sang-froid. C'est l'histoire improbable c'est Jaco van der Mael, je crois qu'il avait tourné Sang-froid. Donc c'est l'histoire d'un magasin de pompes funèbres. Donc on est en hiver, il fait un froid de canard. Et il est là dans le magasin avec ses 3 employés et malheureusement, personne ne vient lui demander une prestation. Alors, le propriétaire, c'est Olivier Gourmet. Alors là aussi, ça fait partie de mes acteurs fétiches. Et donc, il y a une dame qui vient et son mari est mort. Je ris parce que je connais la suite. Le mari est mort, donc il en profite pour lui vendre la prestation la plus coûteuse possible. Et donc, on met le cadavre dans le cercueil et puis il faut l'amener au cimetière. Mais le cimetière est dans un coin perdu
qui est situé sur aucune carte, donc ils se perdent un peu dans le machin. Et puis à un moment donné, il y a une couche de verglas, la voiture dérape, le coffre arrière s'ouvre, le cercueil descend sur la route, s'ouvre, et le mort se réveille. C'est-à-dire que le mort n'était pas mort. Et alors le mort, c'est Sacha Pitoev. Alors Sacha Pitoev, pour ceux qui voient ce que c'est un grand mec qui pourrait jouer Nosferatu à la limite. Et donc du coup, ils le remettent dans le cercueil, mais il s'assoit. Enfin bon, il y a tout un truc là-dessus. Je trouve ça absurde. Mais j'avais beaucoup adoré. Je suis un peu étonnée parce que tu avais mis, quand on t'a demandé les réalisateurs fétiches, tu as mis Agnès Jaoui. Et quand on te parle des réalisatrices, tu la cites encore. Donc ça doit être important. Oui, Agnès Jaoui, j'aime bien le goût des autres, tout ça. Tu la mets dans les grands réalisateurs, et puis quand je t'ai demandé, mais parmi les réalisatrices, tu m'as cité plein de noms dont tu vas nous parler, mais tu as remis Agnès Jaoui aussi. Oui, alors les réalisatrices que j'aime, il y a Juliette Berthaud. Alors attends, je ne sais plus, je vais reprendre mes notes. Zabou, oui, tu m'avais cité de Bregman. Oui, Zabou Bregman, Maïwen, effectivement. Anne Fontaine aussi. J'aime bien aussi Noémie Lovski. Tony Marshall aussi, Claire Denis, Anne Fontaine. Alors Anne Fontaine aussi, j'aime bien. J'avais bien aimé son film qui s'appelait Les Innocentes. Cette histoire d'une jeune femme médecin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui est en Pologne, à côté d'un couvent, parce qu'il y a une base française là, et toutes les femmes, toutes les nonnes sont en train d'accoucher au fur et à mesure, parce qu'elles ont été violées par des Russes qui remontaient en Russie. C'est vraiment un très très beau film. Bon, puis les plus, oui, Loret. J'aime bien Guillaume Canet aussi. Tavernier, bien sûr, Bertrand Blier. Je dirais je suis quand même assez bon public. Je dirais j'ai peut-être une note un peu moins bonne. Tu avais été surprise quand on en avait discuté, c'est pour Claude Sautet. Parce que j'ai l'impression que Claude Sautet, il fait toujours le même film. Même si les acteurs sont différents, on se retrouve toujours chez les bobos, toujours des histoires de couples qui se défont, etc. Je trouve que c'est un peu... Si tu réfléchis bien, c'est toujours la même trame. Et ça, c'est bon. Alors que je pense qu'il aurait pu, s'il avait voulu. C'est pas... Parce que c'est quand même un bon cinéaste. Oui, c'est très agréable d'aller voir un film de Claude Sautet. On sait qu'on va passer un bon moment et qu'on ne va pas avoir la tête. Ah non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Surtout qu'en général, à son époque, il y avait les grands acteurs. Il y avait toute la bande du conservatoire, les grandes actrices. Mais disons que, bon... on va parler un peu du cinéma étranger. Par exemple, tu aimes particulièrement le cinéma britannique et irlandais? Oui, j'aime bien le cinéma britannique parce que je trouve aussi qu'il a une façon de regarder la société qui, moi, m'intéresse. Donc j'aime effectivement tous les films de Ken Loach. Je trouve que je m'y retrouve. J'aime bien Losey aussi. Losey, c'est différent, mais la façon dont il amène ses films, j'aime bien les histoires qu'il raconte. Stephen Frears aussi, Mike Leigh, Borman, Danny Boyle, oui. Alan Parker aussi, j'aime bien. C'est des choses qui correspondent. Si je les aime bien, je pense que ça correspond à ma personnalité. C'est toujours pareil. Hein, Et tu aimes les films aussi néo-réalistes de la comédie italienne, hein? Ah oui, ça j'avoue que j'ai un petit fait pour les Italiens, parce que les Italiens, ils ont un regard aussi, et quand on a vu il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois maintenant, le film sur Mariage à l'italienne de Sica, que j'aime bien aussi par ailleurs. C'est une façon de voir les travers de la société italienne d'une certaine époque. Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours comme ça. C'est tous les défauts, et machin. Et
et la façon dont on s'accommode en quelque sorte de ce qui est dénoncé. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est assez risible. Parce qu'en réalité, mariage à l'italienne, qu'est-ce que ça raconte? Ben, ça raconte l'histoire d'un mec, un mec qui est riche, qui n'a pas grand-chose à faire, puisqu'il a autour de lui toute une foultitude de gens qui travaillent pour lui. Donc il peut effectivement voyager, etc. Donc il a une maîtresse, je dirais presque en titre, mais qui est aussi sa bonne, et qui est aussi la servante de sa mère. Et puis quand il veut, sur le tard, convoler avec une jeunette qui n'a même pas 25 ans, ben c'est la révolte. Mais je trouve que c'est bien, parce que je pense qu'à une certaine époque, ça doit être le cas. Et est-ce tes origines belges qui te fait aimer les frères Dardenne et Jacob Wenderman? Oh, ben, non. Je dirais que si j'aime l'absurde et les films un peu absurdes, je pense que c'est parce que j'ai vécu longtemps en Belgique. Oui, j'y ai grandi en Belgique, j'y étais à l'école, j'y suis restée jusqu'au bac. Après, je suis rentrée en France pour faire mes études supérieures. C'est que c'est un pays aussi peut-être qui sait cultiver l'absurde. Parce que, bon, la Belgique, il y a quelques années, est quand même resté 2 ans sans gouvernement, mais tout s'est bien passé. On a quand même continué à vivre, à progresser. Cette dualité entre trois communautés, hein, parce qu'en réalité, on parle toujours des Flamands, des Wallons, mais il y a aussi des Allemands. Dans la région de Peine et Malmedy, là-bas, on parle allemand. Mais je dirais que pour les grandes causes, pour les choses importantes, il y a une union. Et la devise de la Belgique, d'ailleurs, c'est « l'union fait la force ». Et je pense que c'est pour ça que ce pays tient toujours. Et il tiendra longtemps, parce que chacun, tout en ayant des particularités réelles, sur les grands sujets, sur ce qu'il faut faire, ils s'entendent. Je ne suis pas sûre qu'en France, ça soit pareil. 2 mots sur le cinéma américain. Alors, le cinéma américain, comme il est pléthorique, là, il faut trier un peu. Oui, hein. c'est pour ça. Bon, écoute, le cinéma américain, qu'est-ce que je peux te dire? Bon, alors j'aime bien Coppola, bien sûr, mais j'aime aussi sa fille, Sofia Coppola. Je trouve qu'elle a un regard, elle aussi, sur la société qui n'est pas inintéressant. Bon, bien sûr, il y a Spielberg, mais bon, peut-être pas pour tout. Alors j'adore Scorsese parce que lui, on retrouve un peu les films de la comédie italienne matinés d'américanisme. C'est en général pas mal. Tarantino aussi. Oui. Bon, et puis Oliver Stone. Là, Oliver Stone aussi, là, ça rejoint mon goût pour les situations sociétales. C'est Oliver Stone, parce que lui aussi, à chaque fois, il tape et parfois ça fait mal. Oui. Le cinéma asiatique, puisque je sais qu'on va en parler, alors autant j'aime bien les anciens, mais les plus récents, je trie, même voilà. J'aime bien les dessins animés japonais, je trouve qu'ils sont assez bien faits. Mais les derniers films japonais que j'ai vus, je les trouve très très lents. Je trouve, personnellement, qu'ils auraient été peut-être plus punchy si ça avait été coupé de 5 à 10 minutes. Je me rappelle avoir vu Drive My Car. L'histoire était intéressante, mais il y avait des longueurs sur la route avec cette jeune femme qui le conduit, etc. C'est dommage. Moi, je suis maintenant plus réservée sur le cinéma japonais que j'ai pu l'être autrefois avec Kurosawa et compagnie, là, dans les cinéastes des années 60-70. Oui, bon, comme nous pouvons le voir, tu es très féru. Ta culture impressionne d'ailleurs.
les personnes qui vont écouter tes commentaires, mais tu vas nous parler de l'atelier ciné-club de l'UTL quand même. Oui. Quelle est la genèse de cet atelier, son équipe et les diverses péripéties qui l'ont amené à être ce qu'il est maintenant? Ben, l'élément déclencheur, ça a été un film que nous avait passé notre prof de médiéval Sophie Brouquet, un jour à la place, un lundi après-midi à la place du cours. Elle nous avait prévenu d'ailleurs. Elle nous avait passé un film sur la guerre de 100 ans. Je ne me rappelle plus quel film, parce que j'en ai quand même vu plusieurs sur ce sujet. Il était en anglais, elle nous avait dit, mais vous arriverez à comprendre. Ah ben tu l'avais vu ce film? Je n'avais rien compris, parce que je ne parle pas anglais. Mais elle était persuadée qu'il était tellement parlant. Oui, enfin bon, bref. Et donc elle était venue avec son petit CD, là, et elle nous avait mis ça. On avait fermé un peu les rideaux, c'était une pénombre. Heureusement, il n'y avait pas de soleil ce jour-là, donc ça pouvait aller. Et donc, ça m'avait donné envie. Je me suis dit, tiens, si c'est si facile que ça, pourquoi on ne créerait pas un atelier cinéma? À l'époque, j'étais au conseil d'administration, j'étais la secrétaire du conseil d'administration. Le président, c'était José Cubero. Je lui en ai parlé. Et il m'a dit, ben oui, pourquoi pas, on peut essayer. Alors il m'avait dit, mais tu me fais un devis. Alors j'avais fait un devis, j'avais contacté des distributeurs, etc. Donc ça coûtait aux environs la location d'une cassette pour une diffusion qui était quand même publique. C'est pas le même prix que si on va dans quelque chose qui n'existe plus maintenant. Comment ça s'appelait là, où tu allais chercher des cassettes, tu louais des cassettes. Ah oui, c'est vrai que on ne se souvient plus du magasin. Je me souviens, enfin bon, bref. Donc c'était plus cher, donc ça coûtait de l'ordre d'une petite centaine d'euros. Et José m'avait dit, bon, oui, mais bon, à l'époque, les finances de l'UTL étaient quand même un peu serrées. On était moins nombreux, puis bon, enfin bon, bref. Et donc, on avait donc décidé de faire payer la séance 1 euro, ce qui n'a jamais posé de problème d'ailleurs. Mais c'est pas, comme tu le sais, les micros, ça marche ou ça marche pas à l'UIT. Je venais avec mon propre PC, on mettait la cassette, on avait toujours des problèmes, il fallait appeler le responsable, enfin bref, on a fait ça pendant, je crois, 2 ou 3 ans, je me rappelle. Les projecteurs ne donnaient pas les couleurs initiales. Oui, enfin c'était vraiment... Et puis donc, le pire, ça a été quand on s'est retrouvés dans l'amphithéâtre un plein après-midi. Donc on avait fermé les machins, mais c'était des rideaux qui n'étaient absolument pas occultants, et on passait un film de Keith Loach sur la révolte irlandaise. Le vent se lève. On n'a rien vu, tellement il y avait de soleil, etc. Donc j'ai dit à José, on était en fin d'année, j'ai dit à José, si on ne trouve pas une solution, on arrête le cinéma. Et alors, vous avez trouvé une solution qui est excellente. Et alors, on a trouvé... c'est François Druard qui fait partie un peu de l'équipe, qui avait dit « Oh, mais moi, je connais bien Jacques Boulet, le responsable, je vais aller voir si on peut faire quelque chose. » Et effectivement, on a eu une réunion avec Jacques Boulet, on lui a expliqué, et il a dit « Pourquoi pas, si c'est qu'une fois par mois, moi, dans mon planning, je peux vous libérer... une après-midi, le grand amphi. Et voilà. Donc, mais je dirais que quand même, les gens qui sont venus les premières années à l'atelier cinéma, c'est vraiment qu'ils aimaient le cinéma, parce que c'était vraiment des conditions. On était quand même, en général, entre 40 et un peu plus de 50. Hein. Oui, mais ensuite, et puis c'était pas confortable. Non, on était mal assis en plus. Quand le film était un peu long. C'est vrai que c'était pas confortable. Mais, je suppose qu'il y a une équipe autour de toi, même si tu en es la cheville ouvrière. J'ai une équipe autour de moi pour choisir les films,
pour éviter justement que ça soit trop auto-centré sur mes propres sujets de prédilection. Donc il y a dedans, donc il y a François Druard, il y avait José, mais José nous a malheureusement abandonnés, il est très pris, je le comprends. Tu parles de José Cubero? Je parle de José Cubero, bien sûr. Il y a Rémi Lanier, qui est toujours là. Alors attends, donc il y a moi, il y a eu Michel, Michel, mais je n'ai pas retrouvé son nom, qui venait souvent nous aider à régler quelques problèmes techniques. Et puis donc on se réunissait une fois par an, en général au cours du mois de fin avril, mai, là, pour choisir des films. Mais là, alors on n'est pas tout à fait libre. On n'est pas tout à fait libre dans le choix du film, puisque comme effectivement l'UTL ne paie rien en termes de location de salle, ni en termes de location de films, on est tenu par la liste, les listes qu'a le Parvis concernant des films pour lesquels il n'y a pas de droit à payer et choses comme ça. Donc on ne peut pas vraiment choisir tout ce qu'on veut. Mais enfin, dans ces listes, il y a quand même à peu près largement 120, 130 films. Donc on arrive toujours à trouver quelque chose. Alors, la programmation de cette année a été faite par toi seule à cause du confinement. Elle a été faite effectivement en grande partie par moi seule, encore que j'ai quand même réuni les gens pour savoir. Donc j'avais repris, comme on n'avait pas pu se réunir, j'ai repris les listes des autres années, puisque quand on se réunit, on a en général 5 à 6 films chacun. Et puis il faut qu'on en choisisse 8. Donc il y a des discussions, donc je savais effectivement. Et quand j'ai fait les choix, je les ai réunis quand même chez moi rapidement. Elle a été acceptée, sauf qu'une ou deux modifications, notamment le film de Juliette Berthaud qui va passer. C'est François Druard qui y tenait, on l'a mis dedans, quoi. Oui, mais cette programmation, moi je la qualifierais d'optimiste. Hein. C'est après 2 ans de confinement, c'est vraiment pour nous auditeurs un véritable plaisir d'avoir des films assez optimistes. Oui, c'est-à-dire que moi je me suis dit, cette année je ne vais pas mettre de grands drames, donc j'ai repris effectivement des films qui avaient été peut-être un peu laissés de côté, pour effectivement offrir une programmation optimiste. Voilà. Bon, et quel est l'avenir de cet atelier ? L'avenir de l'atelier, je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas effectivement éternelle. Ça demande effectivement beaucoup de travail. Oui, parce qu'il y a un travail de préparation, parce que tu présentes le film avant la projection de la séance, et ensuite après, tu animes la discussion d'après-film. Voilà, j'anime la discussion d'après-film, sauf que je suis toujours un peu sur ma faim, parce qu'il y a peu de discussions en réalité. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que, alors, on m'a dit, oui, mais quand tu vois un film, il faut prendre du recul. Donc c'est difficile de discuter après. Donc, sauf si le film, vous l'avez déjà vu. Mais bon. Je préférerais avoir un peu plus de participation de la salle. Bon, moi, j'espère, et tout le monde avec moi, que cet atelier aura un avenir. Je crois qu'on va te remercier parce que la mission du pôle culturel de la radio web de l'Université du Temps Libre est de relayer les événements culturels de notre département et surtout de donner la parole aux acteurs de ceux qui la font vivre. Je rappelle ça parce que tu rentres vraiment dans le cahier des charges. Bon, nous t'avons donné la parole, Odile, aujourd'hui. Parce que, je le rappelle encore, parce que c'est important, depuis 8 ans, mois après mois, tu essaies de nous faire partager ta passion et de nous aider à saisir toutes les facettes des films que nous voyons. Pour tout ce travail, j'ai envie de dire merci Odile, à mon nom, mais je suis sûre aussi au nom de tous les auditeurs de l'université.
Je rappelle simplement que les séances de cinéma ne sont pas réservées aux auditeurs de l'université, mais ouvertes à tout public. Oui, parce que le Parvis est une salle publique. Si vous achetez votre ticket d'entrée, vous pouvez venir. Et je serais très contente qu'il y en ait effectivement d'autres. Merci encore. De rien. Au revoir.